Bonjour tout le monde, nous allons présenter ici euh, une vidéo qui explique tout ce qui concerne les vecteurs en classe SNG. Commençons par la définition. C'est quoi la somme d'un vecteur, de deux vecteurs? C'est quoi la multiplication d'un vecteur par un scalaire? C'est quoi la projection? Ainsi que le repérage et les produits des deux vecteurs. Donc, on commence par la définition même du vecteur. La définition du vecteur est très simple. C'est un segment de droite orienté. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, puisqu'il est orienté, un vecteur possède un point initial et un point final qui ne sont pas identiques. Puisque c'est un segment de droite, donc il possède une direction définie par la droite qui le porte, qu'on appelle support, ou toute droite parallèle à cette droite. Un vecteur possède aussi un sens allant toujours de son point initial à son point final. Et un vecteur possède une norme ou un module qui est sa longueur. Et le mot vecteur signifie transporteur, on va comprendre pourquoi après. Donc, pour voir les choses, pour visualiser les choses, c'est un vecteur V. Je peux voir son point initial là et son point final ici, A et B. Comme vous voyez, on a mis le symbole flèche au-dessus de la lettre V pour montrer que c'est un vecteur. La direction est donc la droite AB ou toute droite D parallèle à AB et le sens est toujours de A vers B dans ce cas. Et ainsi, le module ou norme noté V double valeur absolue comme ça, c'est le symbole du module d'un vecteur, et la longueur AB. Enfin, on peut noter le vecteur soit par une lettre, soit par deux lettres. Dans ce cas, on place la première lettre pour désigner le point initial et la deuxième lettre pour désigner le point final. Et la flèche est toujours de gauche à droite, au-dessus des deux lettres. C'est quoi un vecteur dans la vie? Comme on a déjà dit, le mot vecteur signifie transporteur. Pourquoi? Car la première utilisation du vecteur est comme transporteur d'un point ou d'un objet pris point par point de son point initial vers son point final, ce qu'on appelle une translation. Voici un vecteur V, par exemple, et voici un point A. Quel est l'effet de ce vecteur sur le point A? Il va transporter le point A vers son extrémité en donnant A', un autre point A'. Si j'ai par exemple un objet, aussi je peux le transporter par le même vecteur, point par point, pour obtenir un objet semblable. On dit que A' est le translaté de A par le vecteur V, et on dit que le cœur rose, par exemple ici, est le translaté du cœur rouge par V. Donc, c'est de là que vient le mot vecteur transporteur. C'est quoi un vecteur dans la vie? En physique, on utilise le vecteur pour représenter un déplacement rectiligne, une vitesse, une accélération, une force, une quantité de mouvement, une impulsion, un moment, un champ, un courant et beaucoup d'autres choses. Alors qu'en chimie, on a rencontré un vecteur au moment dipolaire dans l'étude de la polarité des molécules. Un petit vocabulaire pour continuer. Tout d'abord, dans le monde des vecteurs, un nombre est appelé un scalaire, un mot qui vient du latin scala, qui veut dire échelle. Donc, pour un vecteur, il peut regarder les nombres et les voir sous forme d'une échelle et leur dit salut les scalaires. Un vecteur de longueur nulle est un point de direction et de sens indéfini qu'on appelle zéro vecteur et qu'on note 0 avec le signe vecteur au-dessus. Voilà une petite conversation entre le zéro vecteur et le zéro nombre. Il lui dit, nous nous ressemblons, nous sommes ronds et nuls, mais nous ne sommes pas la même chose. Toi, tu es rien,
toujours en bas de l'échelle. Puisque c'est un vecteur, il voit les nombres comme une échelle. Moi, je suis un point. Je peux être partout dans le plan. Il peut être partout dans le plan. Mais il ne sait pas, je ne sais pas où partir. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'a ni direction, ni sens défini. Un vecteur de longueur égale à l'unité de mesure 1 est appelé vecteur unitaire. Unitaire vient du mot 1. Donc voilà, ce sont deux vecteurs unitaires. Ils disent qu'à chacun, il y a une direction et un sens. Mais tous les deux sont unitaires, chacun dans son échelle. Deux vecteurs sont égaux, on dit équivalents, le mot technique, s'ils ont même direction, même sens et même module. Voilà, par exemple, deux vecteurs qui sont équivalents. Si deux vecteurs sont opposés, alors ils ont même direction, même module, mais différents sens, des sens opposés. Voilà, c'est la même longueur que les autres, mais la même direction, il est parallèle, mais il a un différent sens. Enfin, deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont même direction. Voilà deux vecteurs ici. Le plus petit est collinéaire avec les trois premiers, mais le cinquième, le dernier, même s'il a la même longueur, il n'est pas collinéaire avec les autres parce qu'il n'a pas la même direction. Maintenant, deux vecteurs sont consécutifs si le deuxième commence au point où se termine le premier. Voilà, ce sont deux vecteurs consécutifs. Alors que deux vecteurs ont même origine s'ils ont le même point initial. Voilà, ce sont deux vecteurs de même origine. Dans les deux cas, si je continue le parallélogramme, j'obtiens le même parallélogramme. Passons à la somme ou résultante de deux vecteurs. C'est quoi par définition? La somme d'un déplacement de A vers M suivi d'un déplacement de M vers B est un déplacement de A vers B. C'est la règle dite règle de Schall. Voilà. AM plus MB, vecteur, égale AB, vecteur. Si on applique cette relation au vecteur AA, qui est le vecteur nul, 0, on a que AM plus MA égale AA égale 0 et que AM égale moins MA. Donc, la somme de deux vecteurs opposés est 0 vecteur et on peut noter l'opposé d'un vecteur V qui est AB par BA ou bien moins AB, ça veut dire moins V. Donc, le signe moins ici signifie l'opposé du vecteur. On réécrit la règle de Schall en utilisant la relation AM égale moins MA. On a MB moins MA égale AB. Notez ici que l'ordre de la soustraction, l'ordre de lettres dans la soustraction est l'opposé de celui dans la réponse. Vous voyez, MB moins MA, ça donne AB. Si je fais MA moins MB, ça va me donner BA. Ces relations sont vraies pour n'importe quel point et sans même regarder une figure. Ça ne dépend pas de la figure, ça ne dépend pas de la géométrie. Ce sont des définitions constitutives des vecteurs. Voilà, par exemple, j'ai deux vecteurs ici, V et W, et je vais construire la somme ou la résultante de ces deux vecteurs à partir du point A. D'abord, la première méthode, c'est de dire que AM, je construis un vecteur AM égale à V, et du point M, je construis un vecteur MB égal au vecteur W. Et par suite, AB sera la résultante de V et W. Je pourrais faire l'inverse. Je pourrais commencer par AN, qui est un vecteur égal à W, puis du point N, je construis un vecteur NB égal au vecteur V, et j'aurai la même résultante AB. Donc, cela montre que l'addition des vecteurs
est une opération commutative. Commutative, ça veut dire qu'il ne dépend pas de l'ordre. Donc, V plus W, c'est bien égal à W plus V. Une troisième méthode, c'est de tracer les deux vecteurs à partir du même point A. Donc, AM est un vecteur égal à V. Et AN est un vecteur égal à W. Donc, pour construire le résultant dans ce cas, la résultante dans ce cas, il faut compléter le parallélogramme et trouver le point AB. On note bien que si je fais la même chose dans les autres cas, j'obtiens toujours le même parallélogramme. Maintenant, passons à la soustraction de deux vecteurs. Pour soustraire deux vecteurs V, par exemple, moins W, j'imagine que je fais l'addition de V avec moins W, qui est l'opposé de W. Donc, je construis AM égale au vecteur V, et du point M, au lieu de construire W, je construis moins W. Donc, c'est l'opposé de W. Et j'obtiens AB comme la soustraction de V moins W. Je pourrais commencer par moins W et ensuite construire V et obtenir le même résultat AB. Enfin, je peux utiliser l'égalité que j'ai trouvée dans la relation de Chasles, AM moins AN, et comme on a déjà dit, il faut avoir comme résultat l'ordre des lettres sera renversé. Donc, AM moins AN, je vais obtenir NM. Donc, NM est la soustraction de AM moins AN. Maintenant, on passe à la multiplication d'un vecteur par un scalaire. La multiplication d'un vecteur V par un scalaire alpha donne un vecteur W, noté alpha fois V, ayant les caractéristiques suivantes. W est collinéaire à V, si alpha est différent que 0. Sinon, si je multiplie un vecteur par 0, j'obtiens le vecteur nul 0 vecteur. W est de même sens que V, si alpha est plus grand que 0, et de sens contraire si alpha est négatif. Le module de W égale à la valeur absolue de alpha fois le module de V. Réciproquement, si j'ai W égale alpha V, alors V et W sont nécessairement collinéaires. Et si j'ai trois points A, B et C tels que AB égale alpha AC, les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires et ayant un point en commun A, alors A, B et C seront trois points alignés. On déduit que si U est un vecteur unitaire de même direction qu'un vecteur V, on peut écrire que V égale plus ou moins le module de V fois le vecteur unitaire U. Pourquoi plus ou moins? Parce que c'est plus si V et U ont le même sens, et c'est moins si V est de sens contraire que U. Une droite X', généralement horizontale, sur laquelle on a fixé un point O, appelé origine, et un vecteur unitaire I, est appelé axe. Un point A sur X' est repéré par le vecteur OA égale XA, un nombre XA, fois le vecteur unitaire I. XA est appelé abscisse du point A. Travaillons un peu dans un triangle. Tout d'abord, on peut constater que CA plus CB égale 2CC'. Comment ça? CA plus CB égale. CA peut s'écrire comme CA plus AC'. CA peut s'écrire CC' plus C'A. Et CB peut s'écrire CC' plus C'B. Mais C'A et C'B sont deux vecteurs opposés parce que C' est le milieu de AB. Par suite, ils sont opposés C'A et C'B.
par suite, CA plus CB égale 2CC'. Et c'est un résultat qui ne dépend pas du point initial C que j'ai utilisé. Donc, je peux l'écrire aussi pour G. Je peux écrire GA plus GB égale 2GC'. Voilà. Je peux faire la même chose avec les autres milieux. Par exemple, si je veux travailler avec BA plus BC, j'aurai 2BB'. Et GA plus GC égale 2GB'. De même, je peux faire ça avec le point, en commençant par le point A. AB plus AC égale 2AA'. Et GB plus GC égale 2GA'. D'autre part, puisque les points, par exemple, CG et C' sont alignés, je peux écrire que CC' égale une constante fois GC'. De même, BB' égale une constante, la même constante, fois GB', et AA' égale K fois GA'. Si G, c'est quoi? C'est le centre de gravité du triangle. C'est le concours des médianes, puisque CC', AA' et BB' sont des médianes. Qu'est-ce qu'une médiane? On rappelle, c'est le segment qui relie le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Et le centre de gravité, c'est le point où se rencontrent les trois médianes d'un triangle. Maintenant, je vais prendre une partie des relations que j'ai établies là-bas et je vais additionner membre par membre. Pourquoi j'ai eu 0 à gauche? Parce que CA plus AC sont deux CA plus, voilà, CA plus AC, sont deux vecteurs opposés, 0. CB plus BC, c'est 0. BA plus AB, c'est 0. Donc, j'aurai ici 0. Ici, j'aurai deux facteurs, CC' plus BB' plus A'. Cela montre quoi? Montre que cette égalité, cette somme-là, égale aussi à 0. D'autre part, si j'additionne ces trois égalités-là, j'obtiens que CC' plus BB' plus A' égale K fois GC' plus GB' plus GA'. Et par identification, j'obtiens que GC' plus GB' plus GA' égale à 0 vecteur. Donc, en tenant cette égalité à part, je peux montrer aussi, à partir de ces trois égalités, que si j'additionne membre par membre, j'obtiens 2GA plus 2GB plus 2GC égale 2GC' plus 2GB' plus 2GA'. Et si je prends 2 en facteur, je montre que les deux parts sont égaux. Et puisque l'une est 0, donc l'autre doit être aussi égale à 0. D'autre part, si je prends la première égalité dans ce slide, j'aurai GA plus GB égale 2GC'. Donc, par comparaison, je peux voir bien que GC égale moins 2 GC'. GC égale moins 2 GC'. Donc, j'ai démontré une propriété du centre de gravité qu'on savait déjà, que le centre de gravité divise la médiane en deux parties, telles que la partie près du sommet est le double de celle du près du milieu du côté opposé. Donc, GC, c'est le double de GC'. Et il a des sens opposés, c'est pourquoi il y a le signe moins. Aussi, je peux utiliser cette découverte pour trouver la valeur de K dans l'égalité CC' égale K GC'. Ainsi, je peux écrire que CC' égale, d'après le théorème de Schall, dans la forme de soustraction, que c'est GC' moins GC. Et puisque GC', puisque GC c'est moins de GC', donc j'aurai 3 GC'. Et cela montre que la constante est égale à 3. Donc, CC' égale 3 fois GC'. Pour conclure donc, les propriétés d'un milieu sont les suivantes. C' A plus C'B égale à 0, ou C'A égale moins C'B. Et d'un point hors du segment, je peux dire quelconque, MA plus MB égale 2MC. Pour le centre de gravité,
j'aurai des égalités un peu semblables, vous voyez, mais pour 3 points cette fois-ci. GA plus GB plus GC égale à 0, ça ressemble un peu. En haut, c'était avec 2 points, en bas, c'est avec 3 points. Ici, au lieu d'avoir GA égale C'A égale moins C'B, j'aurai GA égale moins 2 GA', puisque il y a 2 points cette fois-ci du côté de A'. Et enfin, pour l'égalité MA plus MB, j'ajoute plus MC égale cette fois-ci 3MG parce que j'ai 3 points au lieu de 2. Je passe maintenant à la décomposition ou la projection d'un vecteur. Voici un vecteur et j'ai deux directions, D1 et D2. Si je veux décomposer le vecteur V en deux vecteurs tels que l'un est parallèle à D1 et l'autre est parallèle à D2, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire cette construction. Deux parallèles à D2 et deux parallèles à D1. Passons par les extrémités du vecteur. Donc, je peux remarquer que le vecteur V1 qui est parallèle, bien parallèle à D1 et le vecteur V2 bien parallèle à D2, on a V égale V1 plus V2. Je dis que j'ai décomposé le vecteur des deux, le vecteur V en V1 et V2, suivant deux directions. Maintenant, je vais passer de la décomposition au repérage. Pour avoir un repère, je dois transformer les droites en axes. On a dit une droite devient un axe si je choisis une origine et un point et un vecteur unitaire. Voilà. Donc, j'ai choisi un vecteur unitaire I sur O, x' O x, et un vecteur unitaire J sur y'. Je peux écrire que V1 égale grand X un nombre fois I et que V2 égale grand Y fois J. Et par suite, je peux dire que V égale XI plus YJ. Donc, j'ai décomposé le vecteur, mais cette fois-ci dans un repère au lieu de le décomposer suivant deux directions. Les types de repères. On distingue 4 types de repères. Soit le repère est quelconque, si I et J ont des longueurs différentes et des directions quelconques. S'ils sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. S'ils sont de longueur égale mais non perpendiculaire, je dis que le vecteur est normal ou normé. Et enfin, s'ils sont perpendiculaires, I et J, et de même longueur, je dis que le vecteur est orthonormal ou orthonormé. Donc, dans un repère, tout point A du plan est repéré par son vecteur à l'origine qui est OA, égal à un certain nombre XAI plus YAJ. Et on note ça par A parenthèse XA point virgule YA et on appelle XA abscisse de A, YA ordonnée de A et le couple XA YA coordonné de A. Si j'applique l'égalité AB égale OB moins OA, en remplaçant OB par sa valeur XPI plus YPJ et OA XAI plus YAJ, et je réarrange, je trouve cette égalité qui permet de calculer les composantes d'un vecteur AB, grand X de AB égale X de B moins X de A, donc l'ordre est toujours inversé comme vous voyez, la soustraction, YAB égale YB moins YA, et on appelle XAB et YAB les composantes du vecteur AB. Aussi, dans un repère, tous les calculs vectoriels peuvent s'effectuer sur leurs composantes. Ainsi, les composantes de la somme, la différence de deux vecteurs sont les sommes, les différences de leurs composantes. La multiplication du vecteur par un scalaire est équivalente à la multiplication de ses composantes par ce scalaire. Par exemple, si j'ai le vecteur V3, 5 et W-2, 1, je peux dire que V plus W sera 3 plus moins 2, c'est 1, et 5 plus 1, c'est 6. Donc, V plus W sera un vecteur de composante 1, 6.
V moins W sera un vecteur de composante 5, 4. Pourquoi 3 moins 2, c'est 5. Et 5 moins 1, c'est 4. Le vecteur 3 fois V sera 3 fois 3, 9, 3 fois 5, 15. Aussi, les relations vectorielles trouvées pour la collinéarité, le milieu, le centre de gravité sont aussi applicables sur les composantes et les coordonnées. Par suite, je peux dire si W égale alpha V, alors leurs composantes sont aussi, vérifient cette égalité aussi, et les deux vecteurs sont collinéaires. On peut aussi dire que le milieu de AB A comme coordonnée x de i égale x de A plus x de B sur 2 et y de i égale y de A plus y de B sur 2. Et enfin, pour le centre de gravité, je peux démontrer facilement que x de G égale x de A plus x de B plus x de C sur 3 et y de G égale y de A plus y de B plus y de C sur 3. Les vecteurs aussi ont des angles, mais des angles qui sont orientés. Ainsi, le sens positif est défini en mathématiques comme le sens opposé de celui des aiguilles d'une montre. Pour ne pas oublier ça, je dis toujours que lorsque les aiguilles d'une montre avancent, on perd du temps. Donc, lorsque les aiguilles d'une montre avancent, ça veut dire qu'on a perdu du temps. Perdu, ça veut dire sens quoi négatif, quelque chose de négatif. Donc, l'angle UV, noté comme ça, est égal à une valeur positive plus alpha, alors que l'angle VU, représenté ici, ça montre un angle moins alpha, négatif. On rappelle un peu les choses qu'on a trouvées en trigonométrie, des résultats qu'on a trouvés déjà en trigonométrie. Voilà, si j'ai cosinus moins alpha, qui est là, cosinus moins alpha, il a le même cosinus que alpha, car la cosinus, c'est l'abscisse de ce point. Alors que les sinus sont opposés. Vous voyez là, c'est le sinus de alpha et c'est le sinus de moins. Pour l'angle pi, ici, on a pi moins alpha, voilà ce point-là. Il a le même sinus et des cosinus opposés. Donc, moins cosinus alpha et plus sinus. Pour pi plus alpha ici, on a tous les deux négatifs, vous voyez. Pour cosinus pi sur 2 moins alpha, qui est là, on a un renversement des sinus et de cosinus. Donc, la cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est la sinus, et le sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est la cosinus. Pour pi sur 2 plus alpha, son cosinus sera moins sinus, et son sinus sera cosinus. Ensuite, pour les points remarquables, 0, pi sur 2, plus ou moins pi, et moins pi sur 2, on peut voir facilement que le cosinus de 0, c'est 1, puisque c'est ce point A comme axis 1, comme ordonnée, il aura 0. Pour plus ou moins pi, j'aurai moins 1 et 0. Pour l'autre, là, pour pi sur 2, j'aurai à l'inverse 0, 1. Et pour cosinus moins pi sur 2, j'aurai 0 moins. Associons tout ça pour voir la grande image. Donc, dans un repère orthonormal, si j'ai un vecteur, je peux voir bien qu'il a deux composantes, x de v et y de v, et que ce triangle-là est un triangle rectangle ayant un angle, faisant un angle alpha avec x' x. Alors, je peux déduire à partir des relations trigonométriques que x de v égale le module de v fois cosinus alpha et que y de v égale le module de v fois sinus alpha et que y de v sur x de v égale tangente de l'angle alpha. Maintenant, on passe au premier genre de produit qu'on va étudier, le produit de deux vecteurs et leur cosinus.
Donc, deux vecteurs et leur cosinus produisent un nombre appelé le produit scalaire. Pourquoi il est appelé scalaire? Parce que c'est un nombre. Il est égal au module de U fois au module de V fois cosinus de l'angle UV. Quelles sont les propriétés de ce produit? Tout d'abord, ce produit, il est commutatif. Ça veut dire que U scalaire V égale V scalaire U. Car cosinus moins alpha égale cosinus alpha. Donc, c'est pourquoi ce produit, il est commutatif. D'autre part, si U scalaire V égale 0, et aucun des deux vecteurs n'est nul, ni U ni V est nul, donc c'est qui est nul? C'est le cosinus. Cosinus alpha égale 0. Et par suite, alpha égale plus ou moins pi sur 2. Ça veut dire que U est perpendiculaire à V. Troisième propriété, c'est si U scalaire V est plus grand que 0, c'est que cosinus est plus grand que 0, et par suite, c'est un angle aigu. Et si UV est plus petit que 0, c'est un angle obtus. On continue avec les propriétés. Si U scalaire V égale plus ou moins le produit des modules, ça veut dire que le cosinus alpha, c'est plus ou moins 1. Ça veut dire que U et V sont collinéaires. Donc, cela veut dire que, en particulier, le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est égal au carré de son module. Et on peut noter ça comme vecteur U au carré. Ça veut dire son module au carré. Par suite, le carré d'un vecteur unitaire, qui a par définition un module de 1, égale à 1. Dans un repère orthonormé, on a donc I et J, I scalaire J et J scalaire I égale 0 parce qu'on a dit pour les perpendiculaires, le produit scalaire égale 0, alors que I au carré égale J au carré égale à 1 parce que ce sont des vecteurs unitaires. Dans un repère orthonormé, on peut, en utilisant ces relations, on peut établir la relation que U scalaire V égale XX' plus YY. Pourquoi on utilise le produit scalaire? Tout d'abord, c'est un test rapide de l'orthogonalité de deux vecteurs, XX' plus YY' égale 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Calcul du module d'un vecteur, donc puisque V au carré égale V scalaire V égale module au carré, donc égal en utilisant la relation x' plus y', mais cette fois-ci c'est xx plus y, ça veut dire x carré plus y carré, je peux rétablir la formule que le module de V égale la racine carrée de x carré plus y carré. On peut calculer le cosinus de l'angle de deux vecteurs en utilisant cette relation. Et on peut établir la loi des cosinus dans un triangle quelconque appelé Pythagore généralisé, qui ressemble à la formule de Pythagore, mais avec un terme qui dépend de l'angle entre les deux côtés utilisés pour le calcul de la troisième. Exemple, je vais prendre un petit exemple pour fixer les idées. Si on considère les trois vecteurs U-3, 1, V0, 4 et W1, M, on va vérifier tout d'abord que U et V ne sont pas orthogonaux et on va déterminer le réel M pour que W soit orthogonal à U et on va calculer le cosinus de UV. Tout d'abord, pour vérifier que U et V sont orthogonaux, il suffit de tester si le produit scalaire est égal à 0. Donc, produit scalaire de U scalaire V égale XX' plus YY'. Je le calcule, je trouve 4 qui est différent que 0. Donc, U et V ne sont pas orthogonaux. Pour déterminer M, il faut considérer que W et U sont orthogonaux. Donc, il faut considérer que le produit scalaire U scalaire W égale bien à 0. Donc, U scalaire W égale x' plus y', donc moins 3 fois 1 plus 1 fois M. Donc, j'obtiens M moins 3 et je pose ça égal à 0 pour que U et W soient perpendiculaires et je trouve qu'il faut avoir M égale 3. Enfin, pour déterminer le cosinus, je commence par calculer les modules de U et V. J'obtiens module de U égale racine de 10 et module de V égale à 4 et j'applique la formule pour avoir
un cosinus de racine de 10 sur 10. Enfin. On passe maintenant à un deuxième type de produit de deux vecteurs. Ces deux vecteurs avec leur sinus produisent un troisième vecteur, le produit vectoriel. Donc cette fois-ci, le résultat n'est pas un nombre, mais un vecteur. Donc voyons, donc c'est un vecteur W qu'on note U vectoriel V, vous voyez la notation pour vectoriel, c'est un V inversé, égal au module de U fois le module de V fois cette fois le sinus de UV, mais fois aussi un vecteur unitaire K, car le résultat doit être un vecteur. Donc K, c'est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire au plan contenant U et V. Qui est quoi dans ce cas? C'est l'écran de votre ordinateur qui pointe vers l'observateur. Donc, il pointe vers vous. Le vecteur K, vous allez imaginer que le vecteur K est un vecteur unitaire qui sort de l'écran vers vous. Et on le note de cette façon, on le note comme un cercle dans lequel on a fait un point. Les propriétés. Tout d'abord, ce produit n'est pas commutatif comme dans le cas des autres parce que x u vectoriel v n'est pas égal à v vectoriel u. En effet, puisque sinus moins alpha égale moins sinus alpha, on aurait que u vectoriel v égale moins v vectoriel. Donc, l'ordre dépend ici, le résultat dépend de l'ordre avec lequel je fais la multiplication. Si u vectoriel v égale 0, et aucun des deux vecteurs n'est nul, donc c'est parce que sinus alpha égale 0. Et sinus alpha égale 0 signifie que UV, l'angle UV, égale 0 ou plus ou moins I. Et dans les deux cas, U et V sont collinéaires. Et en particulier, U vectoriel U lui-même égale aussi à 0. Donc, c'est un test de collinéarité dans ce cas. Si U et V est un angle positif, alors le produit vectoriel serait de même sens que K, donc pointe vers vous, et on le note de la même façon comme un cercle dans lequel on a fait un point. Et si UV, l'angle UV est négatif, alors UV a un sens contraire que K, il pointe dans l'écran et pas vers vous, dans le sens opposé, et on le note de cette façon, un X dans un cercle. Donc, on continue avec les propriétés. Le module UV égale à quoi? Égale à module de U fois module de V fois sinus UV en valeur absolue est égal à quoi? Est égal à l'aire du parallélogramme formé par U et V qu'on a déjà vu plusieurs fois. En particulier, si ce module est égal à U fois V, ça veut dire que sinus UV égale plus ou moins 1, et ça signifie que ce parallélogramme est un rectangle, car dans ce cas, l'angle est plus ou moins 10. Dans un repère orthonormé, on a donc, pour le repère orthonormé, I vectoriel J égale K. Alors que J vectoriel I, comme on a déjà dit, c'est moins K. Et I vectoriel I sera 0 et J vectoriel J sera 0, comme tout vecteur vectoriel lui-même. Et en utilisant ces résultats, j'obtiens que U vectoriel V est un vecteur égal à x, y' moins y, x'. Cette fois-ci, on a un signe moins, pas un signe plus, ce qui explique la non-commutativité des choses. Et je peux écrire ça sous forme d'un déterminant. Le déterminant x, y, x', y', qui se calcule x, y' moins y, x', même chose. Utilisation du produit vectoriel. Donc, ici, c'est un test rapide de la collinéarité de deux vecteurs. X, y' moins y, x' égale 0 signifie quoi? Que les deux vecteurs sont collinéaires. Et on peut l'utiliser pour calculer l'aire du parallélogramme formé par deux vecteurs. Donc, c'est la valeur absolue du produit vectoriel, du module du produit. On peut l'utiliser pour calculer le sinus de deux angles en utilisant cette formule, qui bien entendu vient de la définition. On peut établir la loi des sinus dans un triangle
Ça veut dire que le sinus d'un angle, d'un triangle, sur le côté opposé est une constante. Cette constante est égale à 2 fois l'aire du triangle sur le produit des 3 côtés. Exemple, on prend aussi les mêmes vecteurs U, V et W. Cette fois-ci, on va vérifier que U et V ne sont pas collinéaires, on va déterminer M pour que W soit collinéaire à U, et on va calculer le sinus de l'angle UV. Donc, tout d'abord, j'ai calculé le produit vectoriel et je n'ai pas trouvé 0, donc ils ne sont pas collinéaires. J'ai calculé le produit vectoriel U, vectoriel W, et je trouvais égal à moins 3M moins 1. Je vais que ce soit collinéaire, donc je dois fixer ça à 0, et je trouve une valeur de M de moins 1 tiers. Et pour trouver le sinus, donc j'ai calculé les modules et j'ai appliqué la formule et j'ai trouvé un sinus de moins 3 racine de 10 sur 10. Enfin, dans un triangle, on peut réaliser ces égalités. Pendant les exercices, on va voir comment on peut établir ces égalités qui sont dans un triangle. Pour finir, je vais faire une petite comparaison entre les deux produits. Donc, pour le symbole et la commutativité, on a le produit scalaire, c'est symbolisé par un point. Il est bien commutatif, alors que le produit vectoriel est symbolisé par un V renversé. Il n'est pas commutatif parce que ça donne moins lorsque je renverse l'autre. Nature, c'est un nombre pour le produit scalaire, c'est un vecteur pour le produit vectoriel. Le formule dans un repère, c'est xx' plus y' pour le produit scalaire, et c'est xy' moins yx' pour fois k pour le produit vectoriel. La formule trigonométrique, c'est avec un cosinus pour le produit scalaire et un sinus avec le produit vectoriel, sans oublier le vecteur k. On utilise le produit scalaire pour tester pour l'orthogonalité, alors que le produit vectoriel teste pour la collinéarité. Et enfin, le produit scalaire permet de calculer des longueurs et des projections, alors que le produit vectoriel aide à calculer des aires et des hauteurs. Merci pour votre attention et au revoir.